Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique d'un film de Disney, Lilo et Stitch, un film sorti en 2002 de Dean DeBrois et Chris Sanders. C'est un film qui a coûté 80 millions de dollars, il en a rapporté 273, il a eu aussi de très bonnes critiques. Il dure 1h25 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien, c'est un extraterrestre, une expérience scientifique, Stitch qui se crache sur Terre et qui rencontre Lilo, une petite fille un petit peu mal élevée mais complètement fan d'Elvis Presley. Et tous les deux vont se lier d'amitié, c'est une histoire assez classique chez Disney. Alors c'est un film que je ne connaissais pas du tout, j'avais déjà vu quelques images mais je ne savais pas que c'était de Disney. C'est un film qui est assez original, comme ça quand on regarde rien que le synopsis, vous vous dites oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une envie quand même de se libérer de ces contes et légendes de la vieille Europe. En 1984, Sanders avait déjà une idée d'un extraterrestre, ignorant ses origines, qui vivrait dans la forêt, tentant de faire ce qu'il peut pour cohabiter avec les autres animaux. C'est un peu le livre de la jungle 2, mais ça avait été prévu pour un livre à ce que j'ai lu, et il y a eu un développement du projet dans les années 90. D'abord, il y avait l'alien parmi les animaux, puis après ça a été déplacé chez les humains. Ils ont opté aussi pour un lieu isolé pour Stitch, mais suffisamment intéressant pour provoquer des situations, des quiproquos, des choses assez stimulantes pour l'enfant. Ils avaient d'abord pensé à des contrées américaines, le Kansas par exemple, puis après il y a eu Hawaï, une idée qui est venue comme ça, qui est l'endroit rêvé pour les touristes, mais aussi il y a un esprit aloha, des choses comme ça. Et chose assez innovante au niveau du scénario, la relation entre les sœurs. On va attendre Frozen, n'est-ce pas, la Reine des Neiges, pour revoir ce genre de relation s'exposer à nouveau sur grand écran. Ici, nous avons un ton un peu moderne, une réalité sociale qui est dépeinte. C'est vrai, la famille, la grande sœur est menacée par l'assistance sociale, qui n'est pas à même de juger la réalité affective des deux protagonistes. La pauvre sœur Nanny est au chômage et essaye de se trouver un job, et on parle aussi de Stitch et Lilo qui sont exclus chacun de leur milieu respectif. Donc il y a aussi un contexte social qui est installé. Il y a des thèmes aussi très chers à Disney, ce n'est pas parce qu'il est original qu'il n'en oublie pas ses racines. Le thème de la rédemption est au cœur du film, deux univers vont rentrer en collision, bien sûr ça c'est un grand classique de chez Disney, la collision entre deux univers, entre deux personnages très différents, et tout cela dans un décor paradisiaque. J'ai pu voir quelques écrits assez intéressants qui parlent d'une vision sur l'histoire au fondement très religieux. Alors ça c'est tout de suite des trucs un peu anglo-saxons je pense, mais il disait que Lilo était très généreux. Il disait que Lilo était très généreuse avec Stitch, pourtant mal incarné comme le Christ, qui pardonnerait et qui aiderait les pécheurs plutôt que les abandonner. Et souvent dans le film, on dit qu'il ne faut pas laisser les gens derrière soi. Lilo ne désespérant jamais quant à sa mission de rendre gentil Stitch, et semble se rapprocher de la philosophie de la famille, mais aussi de l'évangile. Même s'il n'a pas sa place dans ce milieu, on voit que Stitch a bien envie de participer à cette joie de la famille. Je ne vais pas aller plus loin, mais il y a quelque chose dans les articles anglo-saxons qui sont intéressants, qui permettent bien sûr d'ouvrir un petit peu le film Disney, qui est souvent hermétique, puisqu'il est nostalgique et plein de sensations et d'émotions pour les enfants, mais en attendant, je vous l'avais déjà dit et je le redis, c'est fait pour les enfants, mais c'est pas fait par des enfants. Ce sont aussi des adultes qui sont aussi issus de milieux sociaux, qui ont une éducation particulière, et donc tout cela se retrouve dans la façon dont on crée les personnages, la façon dont on narre les choses, les histoires, les situations. Encore une fois ici, on a peut-être des ouvertures intéressantes pour comprendre les récits, essayer de les lier. Tous ces films de Disney, qu'ont-ils en commun? Ça, ce sont des questions qui sont assez intéressantes. C'est un sujet ultra sensible, je m'aventurerai pas dans cette voie parce que je ne suis pas très fort dans ce genre d'analyse, mais je pense qu'il faut pas aussi se refermer à ces interprétations-ci. J'ai parlé d'un aspect religieux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut voir le film uniquement comme ça. C'est un petit aparté
que je vous ai proposé. Après, c'est à vous d'accepter ou non ce que j'ai dit à propos du film. C'est un film qui a eu aussi quelques modifications puisqu'il est sorti en 2002. Le 11 septembre 2001 n'était pas loin et ils ont dû faire voilà, des petites modifications au niveau du scénario puisque Stitch devait poursuivre Gantu pour sauver Lilo à bord de Boeing 747. Donc voilà, ça devenait un peu délicat avec les attentats. Tout a été entièrement réanimé. Les réalisateurs décidèrent de lui donner plutôt un vaisseau spatial. Voilà, comme ça c'est un peu moins connoté. Les modifications aussi, quand Jumba attaque la maison de Lilo, jugée un peu trop violente au départ, ils en ont fait quelque chose de plus comique et c'est vrai que la scène est assez marrante. C'est un film qui a également plein de références. Alors ce sont plus des références dans le décor. Ce n'est pas exhaustif ce que je vais dire, mais il y avait Mulan, il y avait aussi des gens qui ont repéré un calendrier dans une boutique qui ferait référence à Kiki la petite sorcière. Donc c'est assez précis quand même, mais on voit aussi Aladdin, Men in Black, Le Roi Lion, ne serait-ce que la promotion qui était assez intéressante où on avait des fausses bandes annonces, donc déjà il y a plein de références qui fourmillent dans Lilo et Stitch. En plus d'être un mélange de types de films, entre exotisme, enfin l'exotisme n'est pas un genre en soi, mais le film exotique, en milieu exotique, le film de science-fiction, les films un peu social, et tout cela allié à des personnages attachants. Stitch, le premier, un E.T. en animation, mi-diablotin, mi-peluche, c'est un toon. Vraiment, qui fait, voilà, quand il tombe ou des choses comme ça, il fait des petits bruits de cartoon, très clairement, il est immortel et caoutchouteux. C'est un produit dérivé important du film, vous avez des peluches, on n'en plus finir à l'effigie de Stitch dans les magasins. Dans le film, il fait croire que c'est un chien et tout le monde l'accepte. Mais les chiens de la SPA, ils sont accrochés au plafond de peur, à eux, on ne la fait pas. C'est vraiment un personnage très sympathique, c'est la grande réussite du film. Chris Sanders en personne double le personnage. Il faisait une petite voix pour énerver les gens dans le studio et au final, c'est pas si mal parce que en prenant Chris Sanders pour faire la voix de Stitch, ça évitera aux deux réals d'être un petit peu gêné en engageant un acteur pour faire des bruits bizarres, des bruits suspects comme j'avais lu. C'est vrai, il fait des espèces de... Même le doublage français est très très bon. C'est un méchant malgré lui. On montre au début du film qu'il est méchant. La méchanceté est annoncée au début du film, mais après est tournée en dérision à travers quelques scènes comiques. Par exemple la scène où il se confronte à un camion et finalement il se fait rouler dessus, mais c'est filmé d'une façon comique et pourtant voilà, il voulait péter le camion avec ses lasers. Il construit une réplique de San Francisco et après il commence à la détruire à la manière d'un Godzilla. Il s'évertue à jouer un petit chien modèle alors que son instinct reprend toujours le dessus sur ses bonnes intentions. Et c'est précisément ce que je disais avec tout l'aspect religieux ou en tout cas les thèmes qu'on peut retrouver dans la Bible de rédemption et bien sûr Lilo qui continuellement essaye de tirer Stitch vers le haut. Ici, Disney joue sur le concept de l'anti-héros avec Stitch, le thème du vilain petit canard à la sauce moderne. On présente Stitch comme un monstre quand même. Il détruit tout sur son passage. L'objectif de Lilo, c'est de guérir sa maladie destructive, le transformer en gentil, c'est un peu ça. Et la relation qui les unit va être mise à mal pendant tout le film avec des hauts et des bas. Un petit peu comme les relations entre les deux sœurs, entre Lilo et Nina. Lilo, parlons un peu d'elle, c'est une petite fille, on a envie de la suivre, voilà. C'est vraiment une sacrée petite fille, un très bon personnage enfant dans Disney. Il n'y en a pas tant que ça, et j'entends bien des enfants humains. Elle est agressive, hors de contrôle, un vrai enfant en fait. Et cela n'aide pas du tout le lien avec la sœur. Il y a une très mauvaise situation familiale. On n'a même pas besoin de méchants en fait. Et ça c'est un bon point dans le film. Il y a un méchant mais bon il n'est pas très très important. L'enjeu de ce film et le conflit de ce film ce sont les relations familiales, les relations entre les personnages plus généralement, des relations qui sont compliquées. Lilo est toute petite et elle a déjà son caractère bien trempé à elle. Et Stitch ne comprend pas l'anglais, alors il place quelques mots par-ci par-là, donc il y a déjà un gros travail de communication et aussi un travail de recomposition de la famille. Donc on a les deux personnages qui ont des conflits internes, personnels et externes.
Ça enrichit les intrigues particulièrement, ça c'est des techniques de scénario, multiplier les conflits au niveau du personnage, même de 2 ou 3 personnages, pour enrichir tout ce qui peut graviter autour de ces conflits. Et là on a un excellent exemple scénaristique, ça c'est très très intéressant. Les films de Disney ont une pureté scénaristique à analyser tout en étant des films pas basiques, mais des archétypes très bien exploités. Après, nous avons d'autres personnages qui sont un peu moins intéressants. Il y a le Man in Black qui fait un peu l'assistante sociale, mais on n'y croit pas une seule seconde. On a Cyclope et Jumba qui sont des extraterrestres qui sont là pour de la dédramatisation. Il y en a un, je sais plus si c'est Cyclope, je crois que c'est lui qui se travestit, enfin des trucs comme ça. Bon, c'est sympa, mais bon, c'est guignolesque. Donc, bon, moi je suis pas très sensible à ça, mais il y a un humour sympa, avec des vrais moments d'émotion sur les liens familiaux et les liens d'amitié. Il semble avoir une image de film mineur, mais il a quand même coûté 80 millions de dollars. Il a principalement été animé en Floride, de ce que j'ai lu. Il a réuni 400 personnes, 30 animateurs. La supervision de l'animation de Lilo a été donnée à Andreas Deja vu pour l'animation du roi Triton, de Jafar, de Scar et d'Hercule. Le dessin de Lilo a donné un petit peu du fil à retordre parce que c'est un personnage qui n'arrête pas de bouger dans le film, elle ne tient pas en place. Au sein de l'animation, le film incorpore de véritables photographies d'Elvis Presley et un extrait d'un film de science-fiction en noir et blanc, je ne sais pas lequel, peut-être que vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Le décor semble être de l'aquarelle, une technique laissée de côté depuis Dumbo, à ce que j'ai lu. Encore là je mets des guillemets, je ne suis pas du tout sûr des sources. Ce sont néanmoins de très beaux paysages. La technique employée est parfaite pour retranscrire l'atmosphère chaleureuse de Hawaï. En raison de la transparence des couleurs, les artistes devaient simplifier leur palette de couleurs et réduire le nombre de nuances du foncé au clair. Contrairement à la peinture réalisée à la gouache, que l'on peut corriger sans problème, on ne peut pas vraiment modifier une peinture faite à l'aquarelle. Il y a beaucoup de contraintes, mais quel résultat! Et le directeur artistique demanda des conseils à un artiste qui s'appelle Maurice Noble, qui avait 90 ans quand même, qui avait travaillé à l'époque sur les aquarelles des premiers longs métrages d'animation du studio, donc c'est vraiment un très vieux monsieur, avant de partir travailler pour les décors cartoon de la Warner Bros. Et ses conseils furent très précieux durant la production. Malheureusement, l'artiste ne vit jamais le résultat, il mourut quelques mois avant la sortie du film. Ça c'est con. L'animation de Stitch, eh bien, elle a été supervisée par Alex Kupperschmidt, qui a été le dessinateur d'Aladin, de Gaston, des Hyènes, et il a aussi travaillé sur Mulan. C'est une musique d'Alan Silvestri, une musique hawaïenne, mais avec des atouts majeurs, la présence d'Elvis Presley, c'est une idée excentrique, voilà. Parce que Chris, il aimait beaucoup le chanteur. Elle l'a donc intégré à l'histoire le fait que Lilo était fan du King. Mais il y a un petit problème quand même, c'est un problème, comme moi avec YouTube, un problème de droit d'exploitation. Oui, il y a eu des problèmes avec les chansons du King. Alors même pour Disney, on leur fout des bâtons dans les roues, c'est quand même incroyable quoi. C'est Disney, on négocie, mais dans l'absolu, on est d'accord. C'est quand même un peu fou, quoi. Il y a plein de limitations, d'interdits, mais les institutions responsables ont bien aimé le film au final, lors des projections privées, et donc ils ont facilité l'accès par la suite, Dieu merci. Il y a une envie de fraîcheur, on le sent avec ce film, mais vraiment. On veut sortir un peu de ces grands récits d'aventure, on veut mettre les voiles ailleurs, et donc ça se ressent aussi à travers un marketing fol intéressant. Je vous avais parlé de ces BA qui ont été réalisés parodiant diverses productions de Disney, en y incluant Stitch, qui prend la place de Simba dans Le Roi Lion dans la première scène, qui sépare la Belle et la Bête en se balançant du haut du lustre en 3D, ce fameux lustre incroyable, et aussi interrompant la chanson d'Ariel, ou encore enlevant Jasmine des bras d'Aladin à bord d'un vaisseau spatial. Et dernier point, on n'a pas de chanson chantée. On a le King, mais les personnages ne chantent pas. D'après ce que j'ai lu, il était sorti en même temps que Scooby-Doo. Mais ça n'a pas vraiment été profitable parce que Scooby-Doo était plus connu que ce nouveau concept de scénario et de personnages. Donc il a peut-être été un petit peu malmené, mais finalement avec le score qu'il a eu, c'est tout à fait honorable. C'est une bonne surprise, c'est peut-être le plus original,
l'année 2002, ils ont quand même essayé des choses, hein, de faire quelque chose de nouveau niveau narration, personnage, décor, aussi bien avec La Planète au Trésor qu'avec ce film-là. Celui-là, il est pas mal. J'ai vu la suite, mais qui est un petit peu en deçà. Celui-ci, je lui mettrais un bon 14,5, mais un 14,5 bien dodu, voilà. On voyage avec ce film, les personnages sont sympathiques. On s'en fait vraiment pour cette petite fille-là et ses problèmes familiaux et ce Stitch-là. On a toujours envie d'en voir plus. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi eu, si je ne me trompe pas, une série. J'ai jamais vu cette série, mais une série animée pour exploiter un peu ces personnages. Parce que on sent que les personnages débordent du film. Parce qu'il y a tellement d'interactions. Le Stitch, on sent qu'il y a un potentiel juste gigantesque de narration. Et surtout que c'est un terrain Hawaï qu'on ne connaît pas. Donc, il y a aussi une découverte du décor, de l'île, de ses légendes, de la spiritualité, des surfeurs, on peut en imaginer plein de choses, et des extraterrestres qui viennent et tout ça. Si vous le connaissez pas, absolument à regarder, mesdames et messieurs. Oui, regardez-le, il est vraiment très sympathique. Bon, je préfère quand même La Planète au Trésor, parce qu'il y a un côté épique de La Planète au Trésor qu'on n'a pas ici, mais c'est un bon film. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, c'est un très bon film, je vous le recommande. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez peut-être vu la série, qu'est-ce qu'elle vaut, ou peut-être si vous avez vu les suites. N'hésitez pas à poster vos avis sur ce film-là, sur ce que je viens de dire. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, de me suivre, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas que bientôt, quand ça arrivera, hein, mais bientôt il va y avoir une FAQ, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à regarder les parties précédentes, hein, il y a des playlists pour ça, avec les questions dans les descriptions pour pas éviter les doublons, ce serait dommage. En tout cas, moi je vous le ferai savoir très rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas, et quant à moi, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bonnes fêtes, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!